Masechet Yebamot, Daf Lamed Het Amud Bet. On va commencer par Lamed Het Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Shomeret Yabam, Shenaflula Nechassim. Modim Bet Shammai Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Vekayam. Maintenant, nous allons parler d'histoire d'héritage à propos de la Yebama. Shomeret Yabam, ça veut dire une femme dont le mari est mort, il n'avait pas d'enfant, et elle attend le hiboum. Shomeret Yabam, c'est comme Ve'aviv Shamar et Adavar. L'ishmor, c'est attendre que la chose se déroule. Shomeret Yabam, donc c'est la veuve qui attend le hiboum avec son Yabam. Maintenant, on ne va pas parler des lois sur le plan des halachot de mariage, mais on va parler des lois de l'héritage. Normalement, lorsqu'une femme décède, c'est son mari qui hérite d'elle. Mais si elle n'est pas mariée, c'est qui va hériter d'elle? C'est son père ou son frère si son père n'est pas là. Alors on va parler de tous ces cas de figure. Shomeret Yabam, Shenaflula Nechassim. Par exemple, pendant cette période-là, où elle attendait le hiboum, son père est mort. Elle n'avait pas de frère qui hériterait son père, c'est elle qui a hérité de son père. Maintenant, si son mari était vivant, il lui aurait dit, Madame, tu es mariée avec moi, tout le patrimoine de ton père, eh bien on a une règle, ça s'appelle Nirse Milug. Haguf Laïcha, Ve'aperot la Baal. Le foncier appartient à la femme, mais l'usufruit appartient au mari. Qu'est-ce que ça veut dire que l'usufruit appartient au mari? Si la femme a reçu comme héritage ou comme cadeau, en dot, en mariage, des biens, par exemple de l'immobilier, des champs ou des maisons, ou des avadim kenaanim, des esclaves cananéens, ou des troupeaux. Tout cela, c'est un patrimoine qui a le foncier et qui a aussi l'usufruit, c'est-à-dire la valeur du capital, mais ensuite l'usufruit. Par exemple, si c'est des champs agricoles, alors les pérotes, tout ce qu'on va pouvoir cultiver, l'agriculture. Si c'est des maisons, eh bien c'est le loyer. Si c'est un troupeau, eh bien la laine, le lait, la progéniture. Ou bien s'il s'agit de Ravadim, c'est le travail, c'est la main-d'œuvre. Hagouf, la Isha, Ve'aperot, la Baal. Alors maintenant, que faire dans ce cas? Cette femme-là, elle n'est pas mariée, mais elle est Shomeret Yabam. Et on sait que si jamais ils vont faire hiboum, le Yabam prend la place de son mari. D'ailleurs, il hérite de tous ses biens, de son frère, qui était le mari de cette femme. Mais maintenant, pendant cette période-là où elle attendait le hiboum, elle a reçu un héritage ou des cadeaux. Shomeret Yabam, Shenaflula Nechassim. Que faire avec ces biens-là? Quel est leur statut? Est-ce que le Yabam a un droit ou pas? Il est écrit dans la Mishnah, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Vekayam. Pourquoi on dit Modim Bet Shammai Bet Hillel? Ils sont d'accord qu'elle a le droit de vendre. Ça veut dire que Bet Shammai Bet Hillel était dans une mahloket antérieure. Ils étaient en mahloket avant, mais maintenant ils sont d'accord. Où est-ce qu'on retrouve une mahloket en Bet Shammai Bet Hillel à ce propos? Eh bien, c'est dans Masechet Ktubot Daf P. Là-bas, il y a une mahloket à propos d'une fiancée. Pour une femme mariée, c'est clair qu'elle n'a pas le droit de vendre son patrimoine, même si le gouffre lui appartient. Mais étant donné que les pérotes appartiennent au mari, elle n'a pas le droit de vendre ou de donner cadeau aux gens, ce qui profite à son mari. Mais qu'en est-il
des biens immobiliers ou du patrimoine, comme on a dit, des esclaves, des troupeaux, qu'elle a pendant la période du fiançailles. À ce moment-là, le fiancé ne profite pas encore, il n'a pas encore les pérotes. Mais il va pouvoir jouir de ces pérotes quand ils vont se marier. Est-ce qu'elle est en droit de vendre ce patrimoine quand elle est fiancée? D'après Beth Shammai, il est écrit qu'elle a le droit. Mais Beth Hillel dit qu'elle n'a pas le droit. A priori, elle n'a pas le droit. Mais a posteriori, si elle a tout de même vendu, on ne remet pas en cause la vente. Voilà pourquoi notre Mishnah nous dit Modim Beth Shammai ou Beth Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord pour dire chez Mocheret Venotenet Vekayam. Sous-entendu que Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai pour dire qu'une Shomeret Yabam, c'est inférieur à une Haroussa. Une Haroussa n'a pas le droit a priori de vendre son patrimoine parce que lorsqu'elle va se marier, ce patrimoine-là va servir au mari pour l'usufruit, pour les pérotes. Mais lorsqu'elle n'est que Shomeret Yabam, ce n'est pas son mari, ce n'est même pas son fiancé. Il y a juste un lien, une zika qui les relie. Il ne peut pas l'empêcher à elle de vendre son patrimoine. Et c'est ce que nous dit la Mishnah. Shomeret Yabam, Shenaflula Nechassim. Une Shomeret Yabam qui a reçu des biens, soit par héritage, parce qu'elle n'avait pas de frère, donc c'est elle qui a hérité de son père, soit des cadeaux qu'on lui a donnés. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shemocheret, Venotenet. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre, elle peut donner des cadeaux. Vekayam, et ce qu'elle a fait, c'est valide. Deuxième cas de la Mishnah. Meta, si maintenant cette Shomeret Yabam est morte. Ma ye'ase biktubata ou banechassim anichnasim veyotzim ima. Qu'en est-il de la ketouba? Normalement, elle aurait dû recevoir une ketouba de son mari, puisqu'elle était veuve, son mari est décédé, elle aurait dû ponctionner sur l'héritage de son mari pour recevoir sa ketouba. Mais d'autre part, elle est devenue Yebama. Elle est devenue Yebama. Alors, maintenant qu'elle est morte, est-ce que sa ketouba, elle, va aller chez le Yabam? Ils n'ont pas fait Iboum. Ou bien Banechassim Anichnasim Veyotzim Ima. Qu'en est-il des Nirsemiloug? Nirsemiloug, ça veut dire les biens, le patrimoine que le père donne à sa fille comme dot en mariage. Et ce sont des nechassim qui sont miloug. Miloug, c'est-à-dire du plumage. Un poulet, quand on le plume, on le déplume, ça s'appelle meliga. La même chose, on emploie ce terme pour dire que tous les biens dont le patrimoine appartient à la femme et l'homme n'a que l'usufruit, ça s'appelle nirse miloug. Pourquoi ça s'appelle nechassim anichnasim veyotzim ima? Parce que ça rentre avec elle au moment du mariage, mais s'il y a séparation, il y a divorce ou veuvage, elle récupère le capital, elle récupère le patrimoine. Il n'y a que l'usufruit qui a servi au mari pendant la période maritale. Alors maintenant, la question se pose. Si c'est elle qui est morte, normalement le mari hérite de son épouse. Le mari, il a l'usufruit de son vivant à elle, mais il hérite d'elle tout le capital si elle meurt. Maintenant, le Yabam n'a pas encore fait Yiboum. Elle est juste Shomeret Yabam. Et elle est morte. Alors, qu'en est-il de ces biens-là? C'est Nirsemiloug. Chez qui ça va aller? Chez le Yabam, qui s'appelle Yorche Habaal, ou bien est-ce que ça va retourner à la famille de la femme, Yorche Haisha? Ça va aller chez la famille de son ex-mari, la famille du Yabam, donc le Yabam lui-même, ou ses frères, ou ça va aller chez Yorche Haisha, qu'on appelle Yorche Haav, les Yorshim de la mère de cette femme, puisque, les Yorshim du père de cette femme, puisque son père lui avait laissé un héritage, ou il n'est plus là. S'il est là, il avait juste donné un cadeau, alors
c'est lui qui va être Yoresh. Mais si on dit Yorshé Ha'av, ça veut dire que lui n'est plus là. Eh bien, ce sont ses frères à elle qui vont hériter d'elle. Tous les fils de son père. Bon, alors en tout cas, c'est entre la famille et la belle-famille qui a la dispute. Qui va hériter de ses biens? Là, on a une mahloket. Bet Shammai Omrim, Yahaloku, Yorshé Ha'Baal, Im Yorshé Ha'Av. On va couper la poire en deux, puisqu'on a un safek. Qui doit hériter? Est-ce que le Yabam a un statut de mari ou pas? S'il a un statut de mari, donc c'est tout à fait normal que le Yabam hérite de la Yébama. Mais s'il n'a pas un statut de mari, alors c'est sa famille à elle qui va hériter d'elle. Puisque Bet Shammai a un safek, quel est le statut d'une Shomeret Yabam? Est-ce qu'elle s'appelle comme mariée ou pas? Alors on coupe la poire en deux. Yahaloku Yorshé Ha'Baal, Im Yorshé Ha'Av. C'est ce qu'on appelle Mamon Amutal Besafek Holkin. Ubet Hillel Omriim Nechassin Behezkatan. Ketuba Behezkat Yorshé Ha'Baal. Nechassim Anichnasim Vyotzim Imah Behezkat Yorshé Ha'Av. Bet Hillel disent que on ne peut pas soutirer de l'argent si on n'a pas de preuve. C'est-à-dire que quand l'argent se trouve chez quelqu'un, pour pouvoir lui retirer, lui soutirer, il faut avoir une preuve. Si on a un safek, alors on laisse l'argent dans sa hazaka, dans sa présomption. C'est-à-dire qu'il se trouve chez quelqu'un, ça restera chez lui. On ne peut pas être motzi mamon mi safek. En safek motzi mi devadai. Alors, ketuba behezkat yorshé ha'Baal. Nechassim hanichnasim vyotzim imah behezkat yorshé ha'Av. En ce qui concerne la ketouba, c'est de l'argent que le mari devait à son épouse, mais comme maintenant on a un safek, peut-être que, étant donné qu'elle est considérée comme mariée au Yabam, et quand elle est morte, l'argent lui revient à lui au Yabam. Étant donné que cet argent, de toutes les façons, c'était du Yabam. Donc c'est qui l'héritier du Yabam? C'est le frère. Les frères s'appellent Yorshé Ha'Baal. Donc cet argent ne va jamais arriver chez la femme, puisque la femme est morte, et peut-être qu'elle était considérée mariée au Yabam. Donc soit elle était considérée mariée au Yabam, soit non, qu'elle n'était pas mariée au Yabam. Mais l'argent se trouvait chez qui? Il se trouvait encore dans la possession du mari. C'est-à-dire, c'était le patrimoine de son ex-mari. Et le patrimoine de son ex-mari, il va être hérité par qui? Pas par l'épouse. Il est hérité par ses frères, par la famille du mari. Donc, l'argent de la ketouba qui n'avait pas encore été reversé à la femme s'appelle dans la propriété de son ex-mari. Donc, Yorshé Ha'Baal, les héritiers de son ex-mari, ce sont eux qui vont hériter du montant de la ketouba. Quand on parle de ketouba, il y a les Mataim Zouz, si elle était vierge, ou Meazouz, si elle ne l'était pas, si c'était une divorcée ou une veuve. Et également, Tosefet ketouba, ce qu'un mari peut rajouter à sa femme au-delà du montant minimal de Meazouz ou Mataim Zouz. En tout cas, cette ketouba-là, ce montant ne va pas être reversé à la famille de la femme, mais reversé plutôt aux frères du défunt, Yorshé Ha'Baal, qui vont hériter de cela. Par contre, Nechassim anichnasim veyotzim imah, ce qu'on appelle Nirse Milug, qui sont des biens qui rentrent avec elle et qui sortent avec elle, Behezkat Yorshé Ha'Av. Bien que la famille du Yabam réclame ce patrimoine en disant elle était mariée avec son mari, c'est vrai que son ex-mari n'avait que l'usufruit. Et maintenant, le Yabam n'avait que l'usufruit, c'est-à-dire, ça fait que s'il avait l'usufruit ou pas. Mais maintenant qu'elle est morte, alors, c'est le Yabam qui devrait hériter d'elle et se partager entre frères. Réponse, non.
Behezkat Yorshei Ha'av. Le capital reste dans la famille de la femme. Elle avait reçu de son père cette dot en mariage ou en cadeau ou autre. Ça restera dans la propriété de la famille du père de cette femme. C'est-à-dire ce seront ses frères qui vont hériter d'elle ou autre, mais ça n'arrivera pas chez la belle famille. Ça restera dans sa famille à elle. Donc la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est que Beth Shammai disent on coupe la poire en deux, tandis que Beth Hillel disent Nechassim behezkatan. Qu'est-ce que ça veut dire Nechassim behezkatan? Ça reste dans la propriété de chez qui ça se trouve actuellement. La ketouba se trouve c'est un patrimoine qui se trouve dans la famille du mari, chez la famille du mari, ça restera là-bas chez le mari. Les Nirsemiloug, le gouffre appartenait à la femme, donc ça restera dans la famille de la femme, ce qu'on appelle Yorshei Ha'av. J'ouvre une parenthèse pour dire que Rashi précise que la ketouba ne fait pas l'objet de mahloket. Même Beth Shammai sont d'accord avec Beth Hillel pour dire qu'on ne va pas couper la ketouba en deux. La ketouba, c'est sûr que ça reste dans la famille de l'ex-mari, dans la famille du Yabam, Yorshei Habba'al, comme ça dit Rashi. Aval biktubata modim bet shammai de behezkat ha'ba'al hi velo pligeba Yorshei ha'av. On ne se partage pas entre Yorshei ha'av. La mahloket, elle est que par rapport à Nirsei Meloug, mais pas par rapport à la ketouba. Alors, on résume. On a dans cette Mishnah deux parties. La première partie, on parle d'une Shomeret Yabam qui est vivante. La deuxième partie, Shomeret Yabam qui est morte. Lorsqu'elle est vivante et qu'elle a des biens, eh bien, est-ce qu'elle a le droit de les vendre, oui ou non, pendant qu'elle est Shomeret Yabam? Réponse, tout le monde est d'accord que oui, elle est en droit de les vendre. Modim Bet Shammai Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Vekayam. Par contre, si elle est morte, alors il y a ici la question par rapport à son patrimoine à elle. Est-ce qu'ils vont pouvoir hériter d'elle, la famille du mari, la famille du Yabam ou la famille de la femme? Eh bien, ça dépend. Si c'est, d'après Beth Shammai, on coupe la poire en deux, mais pas pour la ketouba, juste pour Nirsei Meloug. Pour Beth Hillel, Nechassim behezkatan, c'est-à-dire que les Nirsei Meloug resteront dans la propriété de la femme, c'est-à-dire la famille de la femme, Yorshei Ha'av, et par contre la ketouba restera chez le Baal, dans la famille de son ex-mari, et personne ne pourra hériter de cela. Ça restera dans la famille de l'ex-mari. La Gemara pose une question. Maïshna Recha de la Péligé ou Maïshna Sefa de Péligé? Quelle est la différence entre la Recha et la Sefa de la Mishnah? Pourquoi la Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel n'a eu lieu que dans la Sefa? Pourquoi dans la Recha ils sont d'accord? Amar Oula Recha de Naflak Shehi Arusa Ve Sefa de Naflak Shehi Nesua. Oula donne une première explication. Il va y avoir en tout 4 explications. La première, c'est Oula. Oula dit, tu veux savoir comment ça se fait que dans la Recha, elle était en droit de vendre. D'après tout le monde, elle pouvait donner, offrir, vendre. Toute transaction commerciale était possible, même d'après Beth Hillel. Pas seulement d'après Beth Shammai. Pourquoi? Oula nous dit, étant donné que la Recha parlait d'une femme qui était Shomeret Yabam Mina Irusin, ça veut dire qu'elle n'était que Mekudeshet à son ex-fiancé, et elle est morte avant la Houpa. Il avait déjà donné la bague, Ariat Mekudeshet Libetabar Zukedat Moshe Israël. Quelques mois plus tard, il devait se marier, faire la Houpa et Shema Brachot, et il est mort entre-temps. Et étant donné que ça ne s'est jamais concrétisé, ça veut dire que le patrimoine qu'elle avait, bien qu'il était assujetti à son mari, c'est-à-dire qu'après son mariage, après leur mariage, il aurait pu commencer à jouir de l'usufruit. Mais ça ne s'est pas concrétisé puisqu'il est mort avant le mariage. Alors, ce patrimoine-là,
bien qu'elle soit Shomeret Yabam, mais elle est tout à fait en droit de vendre ce patrimoine, car le fiancé est mort avant de se marier. Tandis que la Sefa parle de Kegon Shenafla Kshein Nesua. Elle était mariée d'abord à son ex-mari, il est mort. Et maintenant, elle est Shomeret Yabam Minanisuin. Dans ce cas-là, étant donné que concrètement, l'ex-mari, il avait déjà l'usufruit. Donc c'était déjà dans la possession de l'ex-mari qui avait l'usufruit. Maintenant, le Yabam, il hérite de son frère. Il hérite de son frère. Donc, étant donné que on a un safek, quel est le statut de la Yebama par rapport au Yabam? Est-ce qu'elle est considérée comme mariée ou pas? Alors, regardez la beauté de l'explication de Roula. Roula s'explique. Veka savar Roula, zikat arusa, rosa safek arusa, vezikat nesua, rosa safek nesua. Roula, il a un principe, et il dit comme ça. Le lien qu'il y a entre le mari et sa femme, c'est clair. Il y a un lien marital, matrimonial. La Torah donne le droit au mari d'hériter de sa femme. Les Hachamim ont dit, le mari peut avoir l'usufruit. Vous savez pourquoi les Hachamim, ils ont été métaken, les pérotes des Nirsemilug au mari? C'est parce que lui, le mari, donne des mésonotes. Pour pas qu'il y ait de la haine entre le mari et sa femme, il dit, pour pas qu'ils se disent, moi je lui donne de la nourriture, je la nourris tout le temps, et elle, son argent, l'usufruit, elle le garde pour elle dans son compte en banque. Pour pas qu'il y ait de la haine, Hachamim ont dit, toi tu vas la nourrir comme il se doit, ne t'inquiète pas, elle te donne aussi l'usufruit de son patrimoine. Ça c'est quand elle est Nesua, pas quand elle est Arusa. Quel est le statut d'une Shomeret Yabam? Est-ce qu'elle est comme Nesua ou est-ce qu'elle est comme Arusa? Alors c'est un safek. On n'arrive pas à définir, Bet Shammai disent on a un safek, on n'arrive pas à définir le lien qu'il y a entre un Yabam et une Yebama. Est-ce que c'est un lien comme avec son ex-mari ou pas? Si elle était avec son ex-mari Arusa, peut-être que maintenant avec son Yabam, elle est Mamash Arusa. Si elle était Nesua, alors avec son Yabam, elle est Mamash Nesua. Mais peut-être que non. Peut-être qu'il n'y a aucun rapport entre une vraie Arusa, une vraie Nesua et une Shomeret Yabam. Shomeret Yabam ina Irusin ou Shomeret Yabam ina Nisuin, c'est pas du tout comme une femme ou comme une fiancée. Puisque Bet Shammai ont un safek, alors ils disent Ze safek Zikat Arusa, Rosa, safek Arusa. Zikat Nesua, Rosa, safek Nesua. La Zika, le lien qu'il y a entre la Yebama et le Yabam, c'est un safek. Alors, si autrefois, avec son ex-mari, elle était Arusa, maintenant, safek Arusa. Si autrefois, avec son ex-mari, elle était Nesua, eh bien maintenant, elle est safek Nesua. C'est pour cela que Bet Shammai disent, on coupe la poire en deux. Et Bet Hillel disent, non, Nechassim et Hezkatan. La Gemara elle-même explique tout ça en disant comme ça. Zikat Arusa, Rosa, safek Arusa, quelle est la preuve que Zikat Arusa, ça lui donne un statut de safek Arusa quand elle est Shomeret Yabam? Parce qu'il est écrit Modim Bet Hillel shemocheret venotenet vekayam. Il est écrit que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que pendant cette période-là, elle peut vendre, elle peut donner et tout est validé. Ve'atnan, pourtant il est écrit dans une Mishnah Ketubot Afarin Het Naflulah nechassim mishenit arza. Bet Shammai omrim timkor, Bet Hillel omrim lo timkor. Elu va'ilu modim shimachra venatna kayam elashma mina zikat arusa. Ça fait qu'arusa. On l'a dit, c'est sûr que c'est juste un safek. Shomeret Yabam, elle n'est que safek. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas un safek, si tu vas me dire que Shomeret Yabam ina Irusin, elle s'appelle Mamash comme une Arusa,
Pourtant, on a retrouvé dans ma Maseret Yevamot Dafa'in Het une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quel est le statut d'une haroussa? Est-ce qu'elle a le droit de vendre son patrimoine ou pas? Bet Shammai disent oui, Bet Hillel disent non. Ils sont tous d'accord que Bedi'avad, a posteriori, ça marche. Mais les Khatrila, non. Alors, pourquoi est-ce qu'ici, Bet Hillel disent que même les Khatrila, elle peut? Et la Vadaï, que là-bas, on parlait d'une Vadaï Haroussa. Et maintenant, on parle d'une Shomeret Yabba Minaïrousin. Shomeret Yabba Minaïrousin, étant donné que c'est juste un Safek, est-ce qu'elle a le droit? Est-ce qu'elle est comme une Haroussa ou pas? Comme c'est juste un Safek, alors on lui permet, les Khatrila. Là-bas où elle est Vadaï Haroussa, Bet Hillel disent, les Khatrila non, Bedi'avad, oui, elle peut. Mais quand elle est Shomeret Yabba Minaïrousin, que c'est un Safek Haroussa, même les Khatrila, elle peut vendre. Et l'Ashma Mina Zikat Haroussa, Haroussa Safek Haroussa. Et Roula, il va même maintenant apporter une preuve comme quoi Safek Shomeret Yabam, ça s'appelle Safek Nesua et pas Nesua Vadaï. Quelle est sa preuve? Zikat Nesua, Rosa Safek Nesua. Deis al-Kada'atach Nesua Vadaï. Si tu vas me dire qu'elle est Vadaï Nesua, comment se fait-il? Bet Shammai Omrim Yahaloku Yorshe Baal im Yorshe Ha'av. Ve'atenan נפלו לה נכסים משנישאת, אלו ואלו מודים שהיא מכרה ונתנה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. אלא שמע מינה, זיקת נשואה עושה, ספק נשואה. C'est sûr que Shomeret Yabba Mina Nisuin, elle n'est que Safek Nesua. Elle n'est pas Vadaï Nesua. Roula apporte une preuve comme quoi Zikat Nesua, c'est comme Safek Nesua. Avant, il a apporté une preuve que Shomeret Yabam Mina Irusin, ça s'appelle Zikat Yabam, Zikat Arusa, on sait Safek Arusa. Maintenant, il va apporter une preuve que Zikat Nesua, on sait Safek Nesua. Quelle est la preuve? Deis al-Kadatar Vadaï Nesua. Car si tu vas me dire que d'après Bet Shammai, une Zikat Nesua, c'est Vadaï Nesua. Alors Bet Shammai, ils vont se contredire entre ici et Maseret Ktubot. Ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bet Shammai Omrim Yahaloku Yorshea Baal im Yorshea Av. Que si la Shomeret Yabam est morte, ils vont se partager la poire en deux de ces Nechassim, les Nirsemilug, moitié, les Yorshea Isha, Yorshea Baal, Ve'atnan. Pourtant, dans Maseret Ktubot, il est écrit Naflula Nechassim Isheniset, Elu Vailu Modim Shimachra Venatna, She'abaal Motsim Yad Alekohot. On a appris dans Maseret Ktubot que si jamais la femme mariée a reçu un héritage, donc qu'est-ce qu'il faut faire avec cet héritage? Eh bien, le gouffre est à elle, mais les pérotes, l'usufruit, c'est à son mari. Et si elle a vendu, contrairement à la halakha, le mari a le droit d'aller voir les acheteurs et leur retirer, leur dire, messieurs, elle vous a vendu ce qu'elle n'avait pas le droit de vous vendre. Elle vous a vendu un patrimoine qui m'était assujetti pour les pérotes. Donc tu vois que ce qu'elle fait n'est pas validé. Et on ne dit pas moitié-moitié, il prendra la moitié. Comme ici. On dit que Habba'al Motsim Yad Alekohot avec certitude, alors qu'ici on dit qu'on coupe la poire en deux. Et la Shma Mina, Zikat Nesua, Safek Nesua. De là, on voit que le lien entre la Shomeret Yabam et le Yabam, même si autrefois elle était mariée à son frère, elle était Nesua, mais avec le Yabam, elle est que Safek Nesua. C'est pour ça que, comme c'est un Safek, Mamon Amutal be Safek Holkin, d'après Bet Shammai. Jusqu'ici, c'était l'explication de Roula pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre la Recha et la Sefa. Mais maintenant, Rabbah donne une autre explication. D'abord, il va réfuter l'explication de Roula. Amar les Rabbah va dire à Roula, Ademefalge begoufa ul aharmita liflegu behayeha ul perot. D'après toi, pourquoi est-ce que Bet Shammai avait besoin, Bet Shammai Bet Hillel avait besoin de parler de l'héritage? C'est-à-dire qu'une femme qui est morte, la Shomeret Yabam qui est morte, quel est le din
de ses Nirse Miloug. Est-ce que le Yabam va hériter de cela, oui ou non? Mais on aurait pu parler directement d'une femme vivante par rapport aux pérotes. C'est-à-dire, la Yebama, la Shomeret Yabam, elle est là. Le Yabam lui dit, donne-moi les pérotes, puisque moi je remplace mon frère. Même s'il n'a pas encore fait Yiboum. S'il a déjà fait Yiboum, c'est sûr. Mais même s'il n'a pas encore fait Yiboum, il peut dire, Madame, donne-moi les pérotes. Et elle va dire, ma pitom, on n'a pas encore fait Yiboum, je ne te donne pas les pérotes. Et à ce moment-là, on peut dire que d'après Beth Shammai, il y a haloku, puisqu'on a un safek à qui reviennent les pérotes. Safek, Nesua, safek. Or les pérotes reviennent au Yabam, ou les pérotes reviennent à la Yibama. Et Beth Shammai aurait dit, il y a haloku, et Beth Hillel aurait dit, Nechassim Mehez Katan. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'une Yebama qui est morte? On aurait pu parler d'une Yebama qui est vivante. Et la mahloket, c'est-à-dire la dispute entre le Yabam et la Yebama, c'est par rapport aux pérotes. On aurait pu appliquer le même raisonnement que tu viens de nous présenter dans un cas beaucoup plus simple. Sans dire qu'elle est morte, on serait resté dans le contexte premier de la Récha qui parle d'une Yebama vivante. Et la Maraba, Idi ve Idi, de Nafla Keshehi Nesua, Vezikat Nesua, Rosa Safek Nesua, Recha de Ihi Kaima, Havala Ihi Vaddai, Veinhu Safek, Ven Safek Motsi Mide Vaddai, Sefa, Halalu Baim Lirash, Ve'halalu Baim Lirash. Alors Rava donne une autre explication à cette anomalie, cette incohérence au niveau de la Mishnah. Il dit comme ça. Idi ve Idi, c'est-à-dire la Recha et la Sefa, des Naflak chez Inesua. On parlait d'une Yebama qui était Yebama mina Nisuin, pas Yebama mina Irusin. Vezikat Nesua, Osa Safek Nesua. Et comme avait dit Oula, pour ça Rabba est d'accord qu'en effet, le lien qu'il y a entre une Shomeret Yabam et le Yabam, c'est un lien qui est Safek. Donc, puisque c'était Minan Nisuin, Safek, maintenant elle est Safek. Elle était mariée, Mamash Nesua, son ex-mari, maintenant elle a un statut de Safek Nesua. Alors, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Recha de Ihi Kaima, dans la Recha, puisqu'elle était vivante, Avala Ihi Vaddai, Vinu Safek. Quand elle est vivante, elle s'appelle Vadaï. Pourquoi? Parce que le gouffre, c'est sûr qu'il est Shayach Laïcha. Donc c'est sûr qu'elle, elle est en position de force. Elle est Vadaï. Ve'inhu Safek. Tandis que lui, le Yabam et sa famille, ils ne sont que Safek. Ve'en Safek Motzi Mide Vadaï. On a une règle qu'un Safek ne peut pas être Motzi Mide Vadaï. Ha Motzi Mehavero Alav Hareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent de l'autre, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc elle, puisqu'elle est en position de force, puisqu'elle est vivante et qu'elle détient son patrimoine, lui il prétend que l'usufruit lui revient, il n'a aucune preuve. Dans ce cas-là, on dit « En safek motzi midevadai ». Par contre, Sefa des méta. Là, Sefa parle d'une Shomeret Yabam qui est morte. Alors désormais, ses héritiers à elle n'ont pas plus de force que ses héritiers à lui. Halalu ba'im lirash, ve'halalu ba'im lirash. Des deux côtés, on vient pour la Yerusha. Donc chacun a un argument de Safek, puisqu'on a dit que c'est Safek Nesua. Alors puisque c'est Safek, Beth Shammai vont dire, Mamon amutal be Safek holkim, on partage en deux. Et Tiv et Abaye va réfuter en disant à Rabba, je ne suis pas d'accord avec toi. Ul Beth Shammai en Safek motzi midevadai. Ah bon? Est-ce que Beth Shammai pense que En Safek Motzi Mide Vadaï, on ne peut pas être Motzi mais Havero si on n'est pas Vadaï? Pourtant, Veatnan, pourtant Beth Shammai se contredisent, puisque nous voyons, il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra à propos de l'héritage, où il est écrit ainsi: Nafal Abayit ala ve'al aviv, ala ve'al morishav, ve'ayu alav ketubat isha uba al hov. Yorshé ha'av omrim, ha'ben met rishon ve'achakach met ha'av. Ou ba'al hov omer, ha'av met rishon ve'achakach met ha'av. Pardon, ha'av met rishon ve'achakach met ha'ben.
Bet Shammai omrim yahaloku, ou Bet Hillel omrim nechassim behezkatan. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un cas qui est le suivant. Un père et un fils ont fait un accident de voiture à Shem Yatzilenu. Forcément, la mort ne s'est pas faite en même temps. Il y en a eu un qui est mort 2 secondes avant l'autre. Ou bien sûr que la Mishnah ne parle pas de voiture, la Mishnah elle parle d'un éboulement. Il y a une maison qui est tombée en ruine, et voilà que malheureusement le père et le fils qui étaient à l'intérieur de cette pièce, la maison leur est tombée, le plafond leur est tombé dessus, ils sont morts tous les deux. Mais le père était riche, le fils était pauvre. Si le père est mort d'abord, donc le fils avant de mourir, il est devenu héritier de son père. Mais si c'est le fils qui est mort le premier, donc il n'a jamais hérité de son père. Quelle est la différence? Alors imaginons par exemple que le fils était endetté, mais il n'avait pas de quoi rembourser. Il y avait quelqu'un qui est venu avec un shtar hov, un acte de prêt. Alors le Baal hov réclame le remboursement. On lui dit mais le fils n'a laissé aucun patrimoine. La femme de ce fils, elle vient avec un shtar de ketouba. Elle réclame qu'on lui paye la ketouba. Son mari est mort. On lui dit mais il n'a pas laissé de patrimoine. Alors qu'est-ce qu'ils prétendent maintenant? La femme ou le Baal hov, ils disent mais si, il avait un patrimoine. Pourquoi? Car peut-être que son père est mort le premier. Donc lui il devient héritier de tous les biens de son père. Et automatiquement il a de l'argent et on peut ponctionner sur ce patrimoine. Mais les héritiers du père disent Mapitom, les autres frères, ils disent Mapitom, lui n'a rien hérité car le fils est mort. Le fils est mort d'abord et ensuite le père. Et dans ce cas-là, le fils n'a hérité de rien puisque le fils c'est lui qui est mort le premier. Alors c'est qui les héritiers du père? C'est les autres frères. Donc les autres frères vont dire on ne donne rien à la ketouba de la femme et rien au Baal hov. Que faire dans un cas de figure pareil? Nafal habayit alav et alaviv alav et almorishav ve'ayu alav ketubat isha au Baal hov yorshe ha'av omrim haben met rishon ve'achar met ha'av. Et donc on ne doit rien du tout. Au Baal hov omer ha'av met rishon ve'achar met ha'ben. Donc remboursez-nous la totalité. Bet Shammai omrim yahaloku. Alors Bet Shammai qu'est-ce qu'ils disent? Il faut partager la ketouba en deux. Ils payent la moitié de la ketouba, la moitié du hov. Ou Bet Hillel omrim nechassim behezkatan. Bet Hillel disent ma pitom. L'argent se trouvait chez qui? Chez le père. Donc les héritiers du père sont en position de force. Les réclamateurs du fils n'ont aucune preuve. Et étant donné qu'ils n'ont aucune preuve, on ne leur donnera rien. Tu vois que Bet Shammai, même dans un cas de Vadaï et Safek. Vadaï, c'est les héritiers du père. Le Safek, c'est le Baal hov et la Ketoubat Isha. Pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Bet Shammai, Yahaloku, Ve'ahacha, Yorshea Vadaï, ou Baal hov Safek, Ve'kaate Safek, ou Motsimi de Vadaï. Pourquoi Rabba a dit que En Safek Motsimi de Vadaï? Il a fait dire ça à Bet Shammai. La Gemara répond très joliment. Kassavrei Bet Shammai, shtar ha'omed digbot kegavui dami. Un shtar, c'est comme un chèque. C'est considéré comme déjà encaissé. C'est pour cela que la femme qui arrive avec la ketouba, c'est un shtar. Ou le Baal hov, il arrive avec un acte de prêt, c'est un shtar. C'est comme si c'était déjà chez lui. De ce fait, on ne peut pas considérer que les Yorshei Ha'av sont en position de force plus que le Baal hov et Ketoubat Isha. Car eux aussi, ils ont la même force, puisqu'ils ont un shtar. Un shtar, c'est Kegavui Dami. C'est pour ça que Bet Shammai, on dit Yahaloku. Et la Gemara conclut en disant quelle est la preuve que shtar ha'omed ligabot Kegavui Dami, que shtar ha'omed ligvot Kegavui Dami? Eh bien, dites nan, imetu balien ad shelo shatu. Bet Shammai omrim notlot ketubatan venan shotot. Ou Bet Hillel omrim o shotot o lo notlot ketubatan. Ici, on parle de la sota. Vous savez, c'est quoi la sota? C'est une femme qui a été soupçonnée par son mari de l'avoir trompée, d'avoir commis un adultère. Il avait averti de ne pas avoir de kécher avec un homme et elle s'est isolée avec un homme. Mais maintenant, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans cette chambre. Est-ce qu'elle a fait la ravera ou pas? Alors, le mari doit l'accompagner
au Beth Amikdash, là-bas le Kohen va effacer le texte, le passage de la sota qui figure dans Parashat Nasso, dans un keli où il y a de l'eau, et ensuite il va lui dire, Madame, tu avoues si tu as fauté, ton mari te donnera un guet. Mais si tu n'avoues pas, tu prétends que tu es innocente, alors dans ce cas-là, tu vas boire de cette eau, mais sache que si jamais tu as réellement trompé ton mari, tu vas exploser sur le champ. Sinon, on le sait que si elle était innocente, en buvant cette eau, non seulement qu'elle n'était pas maudite, au contraire, elle était bénie. Je ferme la parenthèse pour revenir au din. Le din, il est le suivant. Quel est le din si par exemple le mari qui devait accompagner sa femme au Beth Amikdash pour lui faire boire de cette eau-là, il a fait un infarctus, il est mort. Alors maintenant, quel est le din par rapport à la ketouba? Est-ce qu'elles vont recevoir la ketouba, ces femmes qui étaient peut-être, qui avaient commis un adultère peut-être? Alors, lisons la Mishnah dans Maseret Sota. Metouba alehen ad shelo shatu. Le mari est mort avant qu'elle ne boive. Bet Shammai ombrim, notlot ketubatan venad shotot. Bet Shammai disent, elles recevront la ketouba, mais elles ne vont pas boire l'eau. Ou Bet Hillel ombrim, o shotot, o lo notlot ketubatan. Bet Hillel disent, ma pitom, elles ne recevront pas la ketouba. Il faut d'abord qu'elles boivent. Si elles ne boivent pas, eh bien, elles ne recevront pas la ketouba. Alors la Gemara ouvre une parenthèse, elle pose la question, elle dit, comment Beth Hillel a pu dire une chose pareille? O shotot, o lo notlot ketubatan. Pourquoi on leur donne le choix? Elles n'ont pas le libre arbitre, car on le sait qu'une femme dont le mari est mort ne boit pas de cette eau. Au shotot, il faut que l'homme accompagne sa femme au Beth Amikdash. Ce n'est que si le mari est vivant qu'elle doit boire l'eau de Maïm Haririm. Si le mari est mort, il n'y a pas de boisson. Alors comment Beth Hillel on dit ou elles boivent ou elles ne touchent pas la ketouba? Veleka et là, mitor shelo shotot lo notlot ketubatan. Comment il faut comprendre ce qu'a dit Beth Hillel? C'est qu'étant donné que le mari est mort, donc elles ne peuvent pas boire. Et puisqu'elles ne peuvent pas boire, elles ne peuvent pas toucher la ketouba. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est Beth Shammai. Beth Shammai ont bien dit que elles touchent, comment disent Beth Shammai, notlot ketubatan venan shotot. Ve'ahacha. Des safek ou safek zanaï, safek lo zanaï. Ici, on a un doute. Est-ce qu'elle a trompé son mari, oui ou non? Et pourtant, vekate safek ou motsimi devadaï. Et pourtant, on lui donne la ketouba d'après Beth Shammai. Comment ça se fait? Il y a un safek. Comment elle peut soutirer de l'argent des héritiers du mari? Mais les héritiers du mari sont vadaï héritiers. Et elle a un safek de droit de ketouba. Comment ça fait que Motsimi Devadai? Et la Shmamina, Shtar Aromet Ligbot Kegavuidami. C'est étant donné qu'elle a une ketouba, c'est un shtar, c'est un acte, un shtar qui est écrit, donc c'est comme si elle détient déjà l'argent. Puisque c'est comme si elle détient déjà l'argent, voilà la raison pour laquelle on dit que Afilou mi Safek, même si elle est dans une position de Safek, mais c'est comme si elle a déjà l'argent. Donc elle n'est pas Motsi mais Havero. L'argent est déjà chez elle. Voilà la réponse à cette question de Abaye.